L'augmentation osseuse physiologique, qui suit la perte des dents postérieures maxillaires, a longtemps été une contre-indication à la pose d'implants et a donc poussé les cliniciens à recréer de l'os. En effet, une prothèse sur implant n'est fonctionnelle et durable que si l'os alvéolaire est en quantité suffisante pour y ancrer des implants. Ce manque de volume osseux est dû à la présence du sinus maxillaire, qui est une cavité remplie d'air. Celui-ci va s'étendre aux dépens de l'os alvéolaire. Cette situation nécessite donc de combler le fond du sinus maxillaire par voie crestale ou latérale grâce à une greffe osseuse. Il est aujourd'hui possible d'utiliser des biomatériaux, évitant ainsi le prélèvement d'os autogènes. Les greffes ont aujourd'hui trouvé une place importante en implantologie. Les patients qui n'avaient d'autre option que de porter une prothèse amovible peuvent à présent profiter des implants dentaires et d'une prothèse fixe. Les parois du sinus maxillaire sont alimentées par des branches de l'artère maxillaire issues de l'artère carotide externe, en particulier les artères alvéolaires postéro-supérieures, infraorbitaires, palatine descendante et sphénopalatine. L'innervation des parois du sinus maxillaire est assurée par les branches du nerf maxillaire qui sont les nerfs alvéolaires supérieurs, infraorbitaires, grand palatin et sphénopalatin. La paroi médiale reçoit en plus des autres parois une innervation issue du nerf ophtalmique via les nerfs ethmoïdaux antérieurs et postérieurs. Les deux fonctions des sinus maxillaires les plus étudiées concernent leur rôle dans l'humidification de l'air inspiré, leur contribution dans les contraintes des forces biomécaniques agissant sur le massif crânio-facial. Ces espaces intracrâniens sont donc des éléments structuraux sans fonction particulière, mais répondant à des contraintes biologiques de développement. Le sinus maxillaire est une cavité qui a la forme d'une pyramide quadrangulaire dont le sommet correspond à un prolongement dans l'os maxillaire. Il est situé à la partie supérieure de l'os maxillaire sous le plancher de l'orbite et annexé à chaque cavité nasale avec laquelle il communique par l'ostium maxillaire. Il croît lentement depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence en suivant l'évolution des germes dentaires, pour atteindre une capacité moyenne de 12 cm3. La paroi antérieure est en rapport avec la joue. Elle est très mince au niveau de la fosse canine et a une forme de quadrilatère. Deux repères sont importants dans cette zone, la fosse canine et le foramen infraorbitaire. La paroi supérieure orbitaire répond au plancher de l'orbite et a une très faible épaisseur. Cette paroi a la forme générale d'un triangle à sommet postérieur. Elle est limitée en avant par l'os lacrymal et en dehors par le bord inférieur de l'os planum de l'ethmoïde. À ce niveau, la muqueuse est très fine et en contact direct avec la lame osseuse du plancher orbitaire. La paroi inférieure ou plancher du sinus est la partie la plus déclive du sinus maxillaire. Cette paroi est en rapport étroit avec les prémolaires et les molaires maxillaires dont les alvéoles peuvent faire saillie dans la cavité du sinus. La paroi supérieure orbitaire répond au plancher de l'orbite et a une très faible épaisseur. Cette paroi a la forme générale d'un triangle à sommet postérieur. À ce niveau, la muqueuse est très fine et en contact direct avec la lame osseuse du plancher orbitaire. Le sinus maxillaire est recouvert à l'intérieur d'une membrane à épithélium pseudostratifié cilié. Elle est appelée membrane de Schneider. Une innervation parasympathique de cette membrane permet une sécrétion du mucus dans le sinus. Avant l'opération, le dentiste effectue un bilan complet pour réduire les risques de complications post-opératoires. Un bilan préopératoire détermine l'état général du patient. Le dentiste le questionne sur son âge, ses antécédents médicaux et dentaires, ses allergies et les traitements médicamenteux en cours. Il doit également évaluer la demande du patient et sa motivation. Lors du bilan radiologique, pour obtenir une vue générale de la zone implantée, une radio rétrocoronaire et panoramique suffisent. Pour évaluer la qualité et le volume de l'os disponible sous le sinus maxillaire, le dentiste réalise plutôt un cone beam. L'épaisseur de la membrane sinusienne doit être visible sur la radio. Un bilan sinusien est aussi effectué pour rechercher d'éventuelles contre-indications. Le sinus lift peut être accompagné d'une infection bactérienne. Pour l'éviter, le dentiste prescrit une couverture antibiotique qui couvre toute la durée de l'opération. Une prescription dentalgique préopératoire prévient l'apparition de douleurs à l'arrêt de l'anesthésie. L'opération du sinus lift débute avec le tracé du lambeau. Tout d'abord, le chirurgien dentiste commence par faire une incision horizontale crestale à orientation palatine. Ensuite, il effectue des incisions de décharge qui sont verticales en direction mésiale dans la gencive kératinisée et la muqueuse libre
suivant le trajet vasculaire, et distale jusqu'à la tubérosité. Les incisions se font à distance de la fenêtre d'accès vestibulaire afin de pouvoir réaliser correctement l'ostéostomie. La deuxième étape est le soulevé du lambeau. Il se fait le plus délicatement possible de façon à éviter l'effraction du sinus maxillaire qui possède une faible épaisseur corticale et le déchirement du périoste qui permet de favoriser la cicatrisation. Ce décollement met en évidence la paroi latérale du sinus maxillaire. La troisième étape est l'ostéotomie. L'objectif de cette étape est de créer une fenêtre osseuse la plus petite possible, permettant le décollement du sinus et son comblement par les matériaux de substitution osseuse. Le choix des instruments utilisés dans cette étape dépendra de plusieurs données, comme l'épaisseur ou la localisation des artères préalablement visualisées à l'aide de l'examen 3D. L'ostéotomie peut être réalisée avec des instruments rotatifs, des râpes à os, des inserts piézoélectriques ultrasoniques ou une combinaison de différents instruments. Classiquement, l'ostéostomie se fait à l'aide de fraises de boule jusqu'à voir apparaître la membrane de Schneider d'aspect bleuté. La finition peut être faite avec un insert piézoélectrique. Il permet d'effectuer les finitions de façon moins traumatique. La fenêtre osseuse est ensuite détachée, si toutefois elle est conservée, ce qui dépendra des instruments utilisés, et pourra éventuellement être réutilisée pour faciliter la régénération osseuse. La quatrième étape est le décollement de la muqueuse. L'objectif correspond au décollement du pan mésial, qui est capital pour la réussite de l'intervention. En revanche, le décollement des parties supérieures et postérieures dépendra du projet thérapeutique. Concernant les instruments, le décollement peut être débuté grâce à des inserts piézoélectriques avec des fréquences ultrasoniques moindres que pour l'ostéotomie. L'utilisation de cet instrument est conseillée pour effectuer des décollements peu traumatisants et face à des membranes sinusiennes fines. Il peut se finir, ou aussi se faire en totalité, avec un décollement manuel à l'aide de curettes de sinus à bout mousse. Le comblement de sinus se fait avant la mise en place des implants à l'aide d'une cuillère spécifique. Le tassement se fait en avant et en bas de manière à ne pas décoller plus que nécessaire la muqueuse et en donnant une certaine densité afin d'éviter les lacunes internes. Plusieurs matériaux sont possibles pour la réalisation d'un sinus lift. Lors d'une allogreffe, le matériau provient de personnes décédées dans les 24 heures. L'os est déminéralisé et lyophilisé, puis stocké et commercialisé par des banques de tissus. L'avantage est qu'il est retrouvé en grande quantité et qu'il n'y a pas besoin de prélever sur le patient. Il y a donc une diminution de l'anesthésie et du temps chirurgical. L'inconvénient est que ce matériau n'entraîne pas la formation d'un os qui permet la pose d'implants avec des taux de succès acceptables. Les alloplasties sont des greffes avec des matériaux de type hydroxyapatite, phosphate tricalcique, biovert. L'avantage est qu'ils sont biocompatibles, non toxiques et qu'il n'y a aucun risque de réaction immune ou de transmission de maladies. Ils sont bioactifs car ils permettent une régénération osseuse. Ils donnent de bons résultats dans les greffes de sinus. L'hydroxyapatite issue d'os bovin est le matériau le plus utilisé lors des xénogreffes. Ces matériaux sont traités de façon à éliminer toute trace organique et tout risque de contamination. Les résultats cliniques obtenus suite à son utilisation sont très satisfaisants et c'est donc un matériau de choix. Le seul matériau de greffe capable de reconstruire tous les déficits osseux, quelle que soit leur étendue et leurs conditions locales, reste l'os autogène. L'os autogène est encore considéré comme étant le matériau de choix car il est ostéoconducteur, ostéoinducteur et ostéogénique. Les prélèvements osseux se font au niveau de la symphyse mentonnière, dans la zone rétromolaire ou au niveau du ramus de la mandibule sous anesthésie locale ou loco-régionale. Une membrane bioguide à double couche collagénique est découpée de façon à couvrir la fenêtre et protéger l'accès au sinus. Cela assure une meilleure régénération osseuse à l'intérieur de la cavité sinusienne et améliore le taux de survie implantaire. Quand la hauteur sous-sinusienne le permet et que la densité osseuse est satisfaisante, les implants sont placés le jour de la greffe. Le forage se fait alors avant le comblement. Ensuite, la mise en fonction de l'implant se fait généralement 5 à 8 mois après. La fermeture des berges de la plaie doit se faire sans tension. Un premier point mésial discontinu à l'aide d'un fil non résorbable permet une première coaptation des berges de la plaie. La suture se fait ensuite par des points discontinus au niveau de la crête osseuse. Les complications possibles du sinus lift sont une déchirure de la membrane de Schneider, une lésion du nerf infraorbitaire, une hémorragie des tissus mous si l'incision est mal faite. Après l'opération,
Le dentiste donne quelques conseils pour éviter les gestes qui peuvent générer des pressions au niveau du sinus greffé. Il recommande ainsi de ne pas se moucher, boire avec une paille, ne pas faire de plongée sous-marine durant le mois suivant l'opération et éternuer la bouche ouverte. La médication post-opératoire se compose essentiellement d'antalgiques pour traiter la douleur, de décongestionnants pour faciliter le drainage du sinus et de glucocorticoïdes pour éviter l'apparition d'œdème.